Eh bien bonjour, vous voilà au musée Clémenceau, où je suis heureux de vous accueillir. Je vais vous montrer ce musée. Eh bien, nous voici au cœur de l'appartement que Georges Clémenceau, homme d'État essentiel de la Troisième République, a occupé de 1896 jusqu'à sa mort en novembre 1929. C'est ici qu'il habitait, en particulier pendant la guerre, lorsqu'il a présidé le gouvernement qui a conduit la France à la victoire et lorsqu'il a mené les négociations de paix avec les Alliés qui ont suivi cette victoire. À sa mort, ses amis ont souhaité constituer un musée pour conserver ce lieu emblématique dans l'état exact où il était lorsque Georges Clémenceau est mort. Et cela a été possible grâce à la générosité d'un Américain qu'il faut saluer, Douglas, qui a acheté l'ensemble de cet immeuble pour éviter d'abord que Clémenceau soit obligé de le quitter, faute de pouvoir payer un loyer plus élevé, et pour qu'ensuite tout cela ne soit pas démoli, mais au contraire conservé et serve à la mémoire de ce grand homme dans la population française, auprès de tous ses visiteurs, que je souhaite très nombreux. Nous sommes ici dans la salle de séjour, la salle à manger de Clémenceau, où il prenait ses repas. C'était un fin gourmet, et où il a reçu aussi un bon nombre de personnages majeurs de son temps, dans le domaine politique bien sûr, et aussi des écrivains et des artistes. Par exemple, Claude Monet, qui pouvait avoir plaisir à voir le tableau de l'école de Poussin, l'enlèvement des Sabines. Et vous trouvez sur les murs un résumé des passions artistiques de Clémenceau, dont l'éventail de curiosité a toujours été extrêmement large. Vous avez ici des estampes japonaises. Il a beaucoup aimé le Japon. Un des regrets de sa vie est de n'avoir pas pu y aller jamais. La Grèce, toujours, est présente avec le temple, par exemple, d'Athéna Niké, ici, la Victoire, avec des représentations du Parthénon, avec, par exemple, ici, un joueur de flûte avec son chien, des photographies de diverses statues. Il avait besoin, en vérité, de se ressourcer constamment dans la Grèce qu'il a tant aimée. Il disait de la Grèce, j'aime tout. Pour lui, c'était vraiment le point de départ de toute la civilisation occidentale, un peu gâché à ses yeux par le triomphe du christianisme. Il préférait le polythéisme au monothéisme. Et puis je vais vous montrer quelque chose de plus intime, mais qui pourra vous amuser, c'est la salle de bain de Clémenceau. La salle de bain, qui apparaît un peu ancienne aujourd'hui, en vérité, mais qui à l'époque avait tout le confort moderne. En particulier, il était très très fier de son réchaud à gaz qui donnait de la chaleur. Il y a ici un pèse-personne aussi. Il était très attentif à sa santé. Il faisait beaucoup de gymnastique en particulier. On a encore gardé l'appareil extenseur. Tous les matins, un maître de gymnastique venait lui faire ces exercices. Il tenait beaucoup. Et comme c'était un duelliste, pendant très longtemps, il a été soucieux de maintenir l'élasticité de ses muscles et l'efficacité de son corps. C'était très important pour lui. Nous sommes maintenant ici, dans le bureau que Georges Clémenceau occupait. Ce meuble magnifique, il avait fait dessiner par un ébéniste fameux du temps, Viardot. Il était, à vrai dire, un peu plus occupé de papiers multiples quand il était là. C'est ici qu'il a rédigé une grande partie de ses œuvres. Il a une œuvre littéraire importante, un roman, une pièce de théâtre et un très grand nombre d'articles. Il a été un journaliste profus à partir de 1893. À partir de là, il a vécu de sa plume. Il a été en effet contraint dans les remous du scandale de Panama de quitter le Parlement. Il était un député extrêmement énergique et il est resté hors du Parlement jusqu'en 1902, date à laquelle il a été élu sénateur du Var. Et autour de vous, vous avez les livres qui témoignent de sa culture vraiment encyclopédique. Et vous avez aussi le signe de sa passion pour la Grèce et pour l'Extrême-Orient. Il a collectionné en particulier un long moment ces petites boîtes qui sont des kogos, c'est-à-dire des boîtes à encens japonaises. Et vous trouvez également la trace de l'Égypte, de vieux monsieur octogénaire à l'époque, c'était très vieux. Il est allé avec des amis visiter l'Égypte, il en a rapporté des souvenirs lumineux. Vous avez aussi sur le mur la copie d'un tableau de Claude Monet, le bloc. L'original appartient aujourd'hui à la couronne d'Angleterre, mais cette copie permet de matérialiser la grande amitié qu'il a rapprochée pendant des années de Claude Monet.
Il a été pour Claude Monet un ami affectueux, bourru, tendre, le poussant à continuer à peindre même si sa vue déclinait. Et c'est Clémenceau aussi qui a été à l'origine de l'installation des nymphéas, aujourd'hui au musée de l'Orangerie, qu'on peut admirer dans le jardin des Tuileries. On sent vraiment ici l'esprit de Clémenceau qui demeure. C'est ce qu'ont souhaité ses héritiers, qui ont tous veillé à ce que le musée Clémenceau se perpétue de la sorte. Et en particulier cette pièce, en particulier le bureau, où le tigre a tant réfléchi, tant travaillé et reçu tant d'amis de grande importance. Dans cet appartement de dimension si modeste, le lieu qui conduit vers le jardin est occupé par tous ces livres qui complètent la bibliothèque de Clémenceau. Et puis il y a encore des souvenirs importants. Vous avez 2 photographies de Claude Monet. Cette photographie a ce site particulier qu'elle a été prise par Sacha Guitry. Vous voyez ici le masque mortuaire de Léon Gambetta, défenseur de la France en 1870, que Clémenceau a bien connu, qu'il admirait beaucoup. Et puis nous sommes très attachés à ce petit bouquet qui est là, qui avait été donné à Clémenceau par des poilus. La moitié de ce bouquet, selon son vœu, a été enterrée avec lui dans sa tombe du Colombier, en Vendée. Alors à titre un peu anecdotique, mais nous y sommes attachés, et ici au musée, ceci est un bonnet tibétain qu'il aimait beaucoup. Et puis il y en a d'autres, et je vais demander à Lise Lantignac, qui est conservatrice adjointe du musée, de vous les montrer. Donc là, je vais vous montrer les chapeaux et les casquettes de Clémenceau. Vous en avez une en vison, qui est très douce. Ensuite, vous avez une casquette aussi, on voit beaucoup Clémenceau sur les photographies d'époque, avec cette casquette. Un petit i parisien, et puis surtout le modèle hiver du bonnet dit tibétain, voilà, un peu plus épaisse, un peu plus chaude. Hein. Toujours l'Orient, toujours l'Extrême-Orient, le Tibet. Il aimait beaucoup le bouddhisme. Un jour, il a dit vous savez, moi, je suis bouddhiste. C'était une plaisanterie, mais à moitié seulement. Et puis on a aussi de nombreuses paires de gants de Clémenceau parce qu'il avait de l'eczéma et donc il avait une habitude de cacher ses mains avec des peaux en cuir d'agneau. Ici, c'est la chambre à coucher de Clémenceau, où il est mort le 24 novembre 1929. Il avait ce bureau qui est ici, parce qu'il aimait se lever la nuit, il avait beaucoup d'insomnie pour y travailler. Vous voyez qu'il écrivait encore avec des plumes d'oie. Ce lit a été fait par le même ébéniste qui avait dessiné le bureau que vous avez vu tout à l'heure. Et vous avez ici un dragon qui orne ce bois de lit. Vous avez également des souvenirs plus intimes, des portraits de sa mère. Il était extrêmement attaché à sa mère. Et puis on retrouve toujours l'Égypte, la Grèce, le Japon, ces grandes amours en dehors de la France, à laquelle bien sûr il portait un attachement passionnel. Vous observerez aussi cette petite boîte aux lettres où il aimait, après avoir écrit sa correspondance la nuit, mettre les lettres pour que son valet de chambre puisse les porter à la poste. C'était un grand épistolier, un des derniers grands épistoliers. On a réuni récemment sa correspondance, un vrai monument littéraire. On songe en particulier aux 400 lettres qu'il a envoyées à son dernier grand amour, Madame Baldensperger, à laquelle il portait une amitié amoureuse d'une qualité rare. Et voici le jardin qui jouxte l'appartement de Clémenceau. Il y attachait beaucoup de prix. C'était un homme de la nature, il aimait s'occuper de ses fleurs, ici comme en Vendée. L'histoire veut que, comme il était à côté du collège des Jésuites, Saint-Louis de Gonzague, il avait obtenu du père qui dirigeait le collège que l'on coupe un arbre qui lui faisait de l'ombre. Alors Clémenceau lui a écrit aux Jésuites « Mon père, je peux vous appeler ainsi puisque vous m'avez donné le jour. » Et on raconte que le père avait répondu « Mon fils, je peux vous intituler tel puisque je vous ai ouvert le ciel. » Eh bien, nous sommes ici dans la galerie qui constitue la seconde partie du musée. Après sa mort, un certain nombre de ses fidèles se sont employés à installer ici une galerie qu'ils avaient appelée une galerie documentaire, avec toutes sortes d'objets rappelant la destinée hors de pair du tigre. Et nous avons souhaité, avec les deux administratrices, Valérie Jox et Lise Lantignac, donner à connaître ce destin d'une manière plus moderne. Et c'est cet ensemble que je vais avoir le plaisir de vous présenter. J'ai le plaisir de vous montrer d'abord la frise qui montre les différentes étapes de la vie de Georges Clémenceau, depuis sa naissance en 1841 jusqu'à sa mort ici même en 1929. Une vie extraordinairement pleine qui a été marquée, comme vous le voyez, à la fois par
un attachement à toutes les formes de la culture, la musique, la peinture, et aussi par des activités politiques essentielles, avec évidemment la grande période de la guerre. C'est Valérie Josse qui est administratrice du musée qui a spécialement, entre autres, veillé à l'organisation de cette pièce et de cette frise. Cette salle de la galerie est consacrée aux différents lieux auxquels Clémenceau a porté une dilection particulière. Je pense à la Vendée, ici, essentielle. Il y passait une grande partie de l'année, au moment de sa retraite, dans sa bicoque, comme il disait, en face de la mer, à Béléba. Vous retrouvez ici une photographie dans son bureau, qui est une partie essentielle de son appartement, nous l'avons vu. Ici, les États-Unis d'Amérique, où il a été accueilli dans son grand âge au début des années 20, avec enthousiasme, comme vous voyez. Et puis la Grèce, à nouveau. Ah, la Grèce, disait-il, je crois que l'humanité a atteint là son sommet. La Grèce, ici, se manifeste par la maquette d'une stèle consacrée à Minerve qu'il a fait faire pour figurer au-dessus de sa tombe et de celle de son père en Vendée. Bien entendu, la place est faite dans cette salle à sa famille, qui a beaucoup compté pour lui, qui a aussi beaucoup compté dans sa formation intellectuelle et politique. D'autres qui ont peut-être un petit peu moins compté, comme son épouse, qu'il avait connue quand il était professeur de littérature dans un collège de jeunes filles dans le Connecticut, qui lui a fait 3 enfants, et qui a ensuite un petit peu disparu de sa vie. Donc nous lui avons redonné une place dans cette présentation. C'est ici que nous donnons à connaître, à apprécier toutes les facettes de l'activité culturelle de Clémenceau, son amour des arts, au premier rang les impressionnistes, au premier rang son grand ami Claude Monet, son goût du théâtre aussi, et puis son activité multiforme de journaliste. Vous trouvez ici en particulier L'Homme libre, qui a été son journal des débuts de la guerre, et lorsque la censure est intervenue, il a transformé le titre en L'Homme enchaîné. Et ici, un hebdomadaire que pendant plus d'1 an il a tenu et rédigé tout seul, ça s'appelait Le Bloc. On voit ici un échantillon des artistes nombreux qui ont voulu faire son portrait. Donc, il aimait les arts, mais il n'aimait pas qu'on fasse son portrait. Le premier d'entre eux, ça a été Manet, mais il a eu surtout des démêlés avec Rodin. Alors, ça a été très compliqué entre eux, en particulier parce que Rodin avait du mal à capter le personnage. Donc, il a réalisé 30 esquisses en volume qui sont aujourd'hui conservées au musée Rodin et qui montrent qu'à chaque fois, il rajoutait un petit peu de moustache, arranger un peu ses sourcils, et jamais il n'y parvenait. Et Clémenceau était de plus en plus exaspéré au point de dire en plus il m'a fait une tête de vieux chrétien, de vieux grognard. Et Rodin a répondu noblement oui, mais Clémenceau se voit dans la réalité, moi je le vois dans sa légende. Clémenceau a dit un jour, toute ma vie j'ai été amoureux. Il a été en effet jusque dans son grand âge, puisqu'il a porté un vrai amour à l'égard de Marguerite Baldensperger, qui était de 40 ans plus jeune que lui, et à qui il a adressé une correspondance qui est aujourd'hui conservée et qui éclate d'émotion, d'invention, d'humour, de gaieté. C'est magnifique. Le jour où elle est venue le voir, une des premières fois, elle avait subi un deuil, il lui a pris les mains et lui a dit « Allez, allez, je vais vous aider à vivre et vous m'aiderez à mourir ». Alors ici sont évoquées les activités politiques de Clémenceau, qui ont été évidemment essentielles depuis qu'au début de sa carrière, député de Paris, il avait l'habitude de haranguer ses électeurs, il rendait compte de son mandat régulièrement, chaque année. Il a quitté la vie politique par force, entraîné dans les remous du scandale de Panama en 1893. Il est devenu un journaliste, c'est ainsi que notamment il a été un acteur essentiel dans l'affaire Dreyfus. Vous savez qu'il s'agissait d'innocenter le capitaine Dreyfus qui avait été de façon inique condamné et dont il fallait prouver qu'il n'était pas coupable. C'est une affaire qui a beaucoup marqué la vie française. Vous avez ici en particulier le fameux numéro de l'Aurore qu'il dirigeait avec la lettre d'Émile Zola. C'est Clémenceau qui a trouvé le titre, resté fameux, « J'accuse ». Il a été ministre de l'Intérieur en 1906 et jusqu'en 1909, en même temps qu'il dirigeait le gouvernement. Et il a créé les fameuses Brigades du Tigre. Vous savez, il y a une série à la télévision qui a eu beaucoup de succès, c'est-à-dire qu'il a donné une mobilité nouvelle aux policiers qui étaient chargés de
traquer les malandrins à travers tout le territoire. Après cette période ministérielle, à nouveau, il est devenu sénateur, il intervient dans la vie publique à ce titre. Et quand commence la guerre de 14, il est membre de la commission sénatoriale aux armées, ensuite président d'ailleurs de la commission sénatoriale aux armées. Et c'est à ce titre qu'il fait ses nombreuses visites au front qui lui vaudront une grande popularité. Comme il est médecin, il s'inquiète de voir que l'on rapatrie les très nombreux blessés dans des wagons à bestiaux. Enfin, il rend compte de ça dans son journal. Et en l'espace d'une année, effectivement, il mène en quelque sorte la France à la victoire, ce qui lui vaudra un de ses surnoms, qui est justement le père la victoire, un des plus durables. Il faut dire qu'il est servi par les circonstances, puisque les armées alliées américaines, anglaises, mais aussi canadiennes, arrivent à ce moment-là, s'engagent dans le conflit. Et il a cette force politique de les fédérer en un seul corps d'armée, sous la direction de Foch, qui devient le commandant unique de cette armée composite. Et c'est le tournant dans la guerre qui jusque-là s'enlisait complètement. Un an après sa nomination, il peut annoncer, comme on le voit sur ce tableau, devant la Chambre des députés, la victoire, la signature de l'armistice. Nous sommes ici devant un tableau qui donne à voir le moment suprême, essentiel de l'activité publique de ce grand homme d'État. Il est à la tribune de la Chambre des députés pour annoncer, pour célébrer la victoire, après le 11 novembre 1918, et il s'écrit « La France, hier soldat de Dieu, aujourd'hui soldat de l'humanité, sera toujours le soldat de l'idéal ». C'est un peu grandiloquent, mais la période appelait ce type d'éloquence. Nous avons souhaité donner à connaître dans ce musée, le lieu où il a vécu, dans cette galerie qui évoque le tout de son destin, à mieux connaître ce personnage qui est, au cours des 2 derniers siècles, un acteur majeur de notre vie collective. Nous avons souhaité que la jeunesse d'aujourd'hui en particulier comprenne ce qu'il a été, c'est-à-dire un grand combattant de la liberté, un grand homme de culture, un grand patriote conduisant le pays à la victoire, et aussi un personnage dont l'humour, la force, le courage, l'énergie peuvent encore donner des leçons, me semble-t-il, aujourd'hui. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances sur Georges Clemenceau, vous avez des ouvrages. L'année Clemenceau, qui vient de sortir. Vous avez également le dictionnaire Clemenceau, qui est préfacé par Jean-Noël Jeanneney. Vous avez également Clemenceau au front, qui retrace tout le parcours de Clemenceau sur le front dans le Nord, entre 1914 et 1918. Vous avez également Clemenceau parle encore, c'est une réédition des dialogues qu'avait Clemenceau avec Jean Marté, préfacé également par Jean-Noël Jeanneney. Je vous souhaite une bonne lecture.